Le premier élément de cette utopie mondialiste, c'est le fait que la technique détermine l'emploi qui est fait de l'outil. Ça n'est pas neuf, et je me suis plongé dans quelques ouvrages anciens pour vous apporter le plaisir d'une ou de quelques lectures. Ce sera très bref. Vous avez l'invention du télégraphe. Commentant l'invention du télégraphe, le député Barrère, le scientifique Van der Monde, déclare que le télégraphe mettant en relation l'ensemble des populations du monde, la guerre est définitivement exclue, puisqu'il suffit de se parler pour se comprendre, et que lorsque l'on s'est compris, on ne se fait pas la guerre. 1794. L'illusion des grandes agoras communicationnelles et universelles ne date pas d'Internet. L'illusion de la civilisation par la culture et par les moyens de la culture non plus. Vous connaissez tous le saint-simonien Louis Chevalier. Louis Chevalier s'est fait le plus grand propagandiste du chemin de fer et de la civilisation par le chemin de fer dans les années 1820-1830. Dans une vision mondialiste, et en tout cas européiste, le chemin de fer apporte la civilisation, et naturellement il va faire l'unité des peuples. Et il a cette citation merveilleuse, que je cite à tous les amis de la Russie présents ici: « Les lignes du réseau vivifiant qu'est le chemin de fer animeront la Russie, et lui feront perdre le caractère profondément engourdi d'un peuple cerné par les neiges, en étant initié à la vivacité française, à l'agilité italienne et à la dextérité bretonne. » C'est beau comme de l'antique. La technique tient la main qui l'emploie. Je crois que c'est la première caractéristique de l'utopie mondialiste. La seconde caractéristique de l'utopie mondialiste, et celle-là est très profondément à l'œuvre parce que celle-là est le reflet du libéralisme ou du néolibéralisme et le reflet de la sortie de la religion. Et c'est le rêve de l'homme indéterminé. La mondialisation, ça n'est pas l'idée que tous les hommes sont frères, que tous les hommes sont pareils, c'est beaucoup plus profondément l'idée que l'homme est son propre produit. Que l'homme n'est plus déterminé par l'origine ou par la race, l'homme n'est plus déterminé par la religion de ses ancêtres, l'homme n'est plus déterminé par le lieu où il est né, l'homme n'est plus déterminé par un peuple, par une nation, par des appartenances héritées. L'homme est son propre produit. C'est ce que la chirurgie ou les soins du corps s'emploient à réaliser. Je n'ai plus l'âge que le calendrier me donne, j'ai l'âge que je me suis choisi. Et d'ailleurs, certaines d'entre vous ne le savent peut-être pas, il y a un groupe très actif, essentiellement de médecins, de plasturgiens, qui militent pour que l'âge ne figure plus sur le passeport ou sur les cartes d'identité, parce que l'âge n'a plus rien à voir avec la personne. L'idée de l'indétermination, c'est naturellement l'idée du sans-frontiérisme. Chacun peut se choisir à tout moment la nationalité, l'appartenance nationale ou l'identité qu'il veut ou qu'elle souhaite, puisqu'elle n'a plus d'importance, et c'est l'invitation d'Amartya Sen, le prix Nobel hindou. Chacun d'entre nous doit se bricoler une identité avec tous les éléments dont il dispose. Une identité se bricole, une identité est multiple, elle est mobile, elle est nomade et elle est choisie. C'est le rêve de l'indétermination qui habite la mondialisation. Non que les hommes soient tous pareils, mais que chacun ait à construire sa diversité avec toutes les briques qui sont à sa disposition. Il est donc le fruit de ses œuvres, l'homme devient son plus beau produit. Troisième élément, qui lui aussi va me conduire probablement à être politiquement incorrect, l'individualisme méthodologique. Ce qui correspond à, c'est le grand rêve de beaucoup de sociologues, c'est le grand rêve de Mauss, c'est beaucoup plus précisément, c'est aussi le rêve de Durkheim, c'est beaucoup plus précisément le rêve de tous ceux qui ont voulu combattre l'ethnologie ou l'ethnographie et sa tendance à enfermer les hommes dans leur dépendance de tribu, dans leur dépendance d'ethnie. C'est
tout ce qui consiste à dire « la société est infiniment soluble dans les individus qui la composent ». Donnez-moi un homme, donnez-moi une femme, placez-les dans le contexte approprié, j'en ferai non pas ce que eux ou ce que elle veut, j'en ferai ce que ce contexte appelle. L'individualisme méthodologique fait évidemment très bon ménage avec les droits de l'homme et avec l'universalisation des droits de l'homme, qui consiste tout simplement à faire disparaître le substrat politique et économique qui rend l'application des droits de l'homme possible. Et nous sommes là devant un tour de passe-passe du mondialisme moderne, proclamer des droits sans s'interroger à aucun moment sur les combats historiques et sur les raisons politiques et économiques qui rendent leur application possible. Et l'individualisme méthodologique pose le problème auquel l'Europe est d'ores et déjà confrontée. Comme il faut être bref, je vais être violent. Il est clair que 500 ou 1000 boat people qui atterrissent sur les côtes européennes du Sud, c'est un problème de droits de l'homme. Il est clair que d'une manière ou d'une autre, 5 ou 10 millions de boat people qui gagneraient les côtes méditerranéennes d'Europe du Sud, c'est un problème de changement de population et c'est un problème d'invasion. Et nous sommes là devant un des points aveugles du mondialisme qui est l'individualisme méthodologique. Toute société se dissout dans la somme des individus qui la composent. Le dernier point de l'utopie mondialiste, c'est le parti pris de l'unité humaine ou de l'universalité des valeurs occidentales. Tous les hommes aspirent à la même condition, disait Tony Blair. Il n'y a rien qui ressemble à une société, disait Margaret Thatcher. Et c'est le parti pris du droit contre l'histoire et de l'économie contre le politique. Je crois que nous sommes là sur son dernier point au cœur de l'utopie mondiale ou mondialiste. L'économie assurant l'abondance désarme les passions politiques. Le droit organisant l'ensemble des relations humaines met fin à l'histoire et c'est la prophétie de la fin de l'histoire qui vient retrouver les prophéties de la fin de la guerre, qui vient retrouver les prophéties de la fin des problèmes alimentaires, la fin des conflits mondiaux, etc., etc.